Bonjour amis de Néo-Québec, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui 15 juin dans le cadre de notre émission Conversation d'impact. Notre invité du jour est un professeur d'université, co-directeur du GERACI et aussi président de la Société d'Internet du Québec. Bienvenue professeur Tchewali. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, c'est tout un honneur de vous recevoir. Comment est-ce que vous voulez vous présenter pour cette Tchewali? Moi, je vous laisse le soin de vous présenter aux amis de Néo-Québec. Très bien. Alors, je suis Destiny Tchewali, je suis originaire du Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai émigré au Canada, au Québec en 2013. Donc, le Bénin, mon pays natal, et le Canada, le Québec, mon pays adoptif. Je suis professeur, comme vous l'avez bien présenté, en communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Alors, je vais peut-être aussi en profiter dans cette présentation pour vous donner un aperçu sur mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené justement au Québec. Disons que j'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de mes 17 ans et une fois mon diplôme d'entrée à l'université obtenu, j'ai postulé à une bourse d'études supérieures et j'ai obtenu cette bourse justement de l'Agence marocaine de coopération internationale, ce qui m'a amené à poser mes bagages en 2001 à Rabat, dans la belle capitale marocaine, pour faire des études en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai étudié un cycle de maîtrise à l'école des sciences de l'information de Rabat. Et suite à cela, je suis retourné au pays, au Bénin, mon pays d'origine, pour avoir une première expérience professionnelle à l'Institut français donc de Cotonou, où je travaillais notamment dans les médias et toute la question liée à l'informatisation des centres multimédia justement au Bénin. Et suite à cela, j'ai dû, une fois encore, reprendre mes valises de globetrotter, pour cette fois-ci destination la France, où j'ai suivi un parcours toujours en communication, mais orienté cette fois-ci beaucoup plus vers les technologies de l'information et de la communication, jusqu'à la réalisation d'un programme de doctorat où je travaillais sur les questions de fracture numérique en Afrique. Et à la suite de mon doctorat, j'ai fait le grand saut outre-Atlantique et donc je suis venu m'installer au Québec pour poursuivre justement ma carrière de chercheur et donc mon parcours jusqu'à l'université à l'UQAM. C'est tout un parcours. Mais pourquoi être vraiment sorti du Bénin? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce cheminement que vous avez fait, c'était nécessaire de sortir pour étayer votre parcours, pour continuer votre parcours? Alors oui, le besoin s'est fait ressentir, disons aussi, sur l'influence de mes parents qui ont aussi beaucoup voyagé dans leur vie, ont exploré différents pays à la fois pour leurs expériences professionnelles, mais aussi au moment de réaliser leurs études. Et donc, ce parcours-là m'a influencé et j'en étais arrivé à un moment, justement, après l'obtention de mon diplôme d'entrée à l'université, où j'étais un peu partagé par ce dilemme. Hein. D'ailleurs, j'avais réussi brillamment à un concours national d'entrée dans l'école nationale de l'administration à Cotonou, au Bénin, où je devrais justement, je sais pas mieux, les lauréats pouvoir poursuivre une carrière plutôt de diplomate. En relation... Et en même temps, j'avais eu cette opportunité d'une bourse pour poursuivre aussi des études en communication. Et donc, entre la diplomatie et la communication, je me suis dit, tant qu'à faire, aller profiter d'une expérience à l'étranger et se faire former dans ce domaine-là, je pourrais peut-être certainement être enrichi d'une telle expérience. Et donc, finalement, c'est ce qui m'a amené à sortir du pays. Et aujourd'hui, je redonne aussi au pays en créant des ponts, justement, entre le Québec et mon continent d'origine, l'Afrique. Je vois ça par votre style. Mais en tant que professeur aujourd'hui,
le domaine dans lequel vous exercez, donc celui de la communication numérique, Oui, c'est quoi? Expliquez-nous en tant que professeur, la communication numérique concrètement, en fait. très bien. Alors, avant d'expliquer ça, j'aimerais quand même faire profiter à votre auditoire, justement, comment on devient aussi prof en tant qu'immigrant au Québec. Disons que c'était un parcours jalonné d'embûches. Je me considère un peu comme privilégié. En même temps, je dois avouer ici, le message que je souhaite faire passer, c'est justement la nécessité, l'importance de croire en soi, de s'accrocher justement, quel que soit les embûches qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Je vous l'avoue, hein, en arrivant ici, comme tout immigrant, il fallait refaire ses preuves. Hein, il fallait prouver à la société québécoise tout ce qu'on a comme background qu'on apporte justement avec notre statut de travailleur qualifié. Et de repartir au bas de l'échelle. Hein. Donc, c'est vraiment des sacrifices que beaucoup d'immigrants consentent. Et dans mon cas, je n'ai pas échappé à cette règle-là. Quand je suis arrivé ici, j'avais bien évidemment des rêves plein la tête. Et je me suis quand même essayé de m'accrocher à ces rêves-là, malgré les difficultés qu'il y avait en chemin. Et parmi les premières difficultés, c'était la nécessité de s'intégrer et de commencer d'abord par avoir une première expérience québécoise. Alors moi, on venait ici avec un PhD, un doctorat obtenu en France. Je me disais certainement que j'allais pouvoir très facilement m'intégrer à l'université avec des emplois en recherche, etc. Mais il a fallu d'abord faire un détour. Par exemple, j'ai dû travailler, mon premier emploi ici, c'était en tant que conseiller en télémarketing. Je travaillais dans un centre d'appel, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Pour moi, j'avais quand même le privilège, je me dis que c'était toujours dans mon domaine des communications. Je travaillais dans un centre d'appel pour une compagnie qui faisait de la sous-traitance pour Bell. Et c'est pas le plus facile hein, des boulots, là, je l'avoue. En tant qu'immigrant qui débarque, de devoir convaincre des anciens clients qui ont quitté chez Bell et qui sont chez Vidéotron, de revenir prendre les produits de chez Bell, connaissant des fois toutes les critiques contre le service à la clientèle de Bell, c'était pas gagné. Et ça a été pour moi quand même, c'est pour ça il faut prendre le positif dans tout ce qu'on a comme trajectoire et parcours. Au lieu de me plaindre dans cette expérience, je me suis révélé, découvert justement de très bons talents de communicateur. C'était un peu ma formation de base. Mais aussi, ça m'a permis de me confronter, de comprendre un peu la psychologie hein, des Québécois, de mon pays d'adoption. Et c'était très enrichissant comme expérience. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en faisant cette expérience-là, je n'ai jamais perdu de vue l'importance pour moi de me raccrocher à mes ambitions, à mes objectifs de départ, quel que soit tout ce que l'environnement te dit, parce que vous savez, quand on est ici en tant qu'immigrant, on peut avoir différents témoignages hein, de personnes qui nous ont précédés, etc. De personnes parfois inspirantes, mais d'autres aussi qui pourraient vous décourager, vous dire, oh, ben, vous n'y arriverez peut-être jamais, etc. Il faut vous contenter du peu que vous avez. Mais j'ai décidé de me faire confiance à moi-même et donc d'aller de l'avant en toujours essayant de garder un lien avec le milieu universitaire, puisque en faisant, vous imaginez bien, toutes ces études-là, tout ce parcours-là, l'idée n'était pas venue de se contenter éventuellement, de se limiter, de s'auto-limiter. Et donc, j'ai continué pendant que je travaillais dans le centre d'appel à aller donner des conférences universitaires, participer à des colloques, des congrès. Et c'est comme ça que j'ai rencontré celle qui est devenue ma future patronne dans un centre de recherche à l'UQAM. Et donc, en 2014, donc à peine 9 mois après mon arrivée ici, j'ai dû démissionner de mon premier emploi dans le centre d'appel pour cette fois-ci intégrer un centre de recherche à l'UQAM en tant qu'agent de recherche. De là, j'ai pu obtenir aussi des charges de cours. Je coordonnais par exemple une école d'été sur le commerce international. J'utilisais aussi tous les atouts de mon profil, de mon profil et de mon parcours pour apporter à ce centre de recherche. Et c'est comme ça que je me suis démarqué. Et je continuais à faire des publications scientifiques aussi, jusqu'à ce qu'un poste s'ouvre en communication internationale. Et pour moi qui voulais être diplomate et qui était partagé entre la diplomatie et la communication, ce poste de communication internationale était vraiment toute faite pour moi. Je ne connaissais personne au département de communication sociale et publique de l'UQAM, malgré que cela faisait 4 ans que j'étais à l'UQAM. Et beaucoup de gens me disaient, mais ce n'est pas pour toi ce poste-là, tu n'as pas de chance, ils vont certainement... Et vous n'avez pas été découragé par tout ce que les gens disaient hein?
Non, non, une fois encore, j'ai cru en ma bonne étoile. Je ne sais pas si c'est l'influence de mon prénom Destiny, J'avoue que ça colle. totalement. Mais j'ai persévéré et je me suis dit, ben, je n'ai de toute façon rien à perdre. Et je me suis présenté, j'ai présenté ma candidature à ce poste-là en mettant en avant tout ce que j'ai fait durant mon parcours, mes différentes expériences qui montraient que ce serait un aboutissement d'arriver là et que je serais la personne la plus qualifiée, éventuellement, qui mériterait d'être à ce poste. Et ben, la suite m'a donné un peu raison, puisqu'effectivement, les collègues ont reconnu les compétences, les expériences, et du coup, j'ai obtenu ce poste de professeur en communication Alors, internationale. ça veut dire que même un doctorat obtenu en France ne suffit pas à s'intégrer ici. C'est pas ça l'intégration du tout, du tout. Ah Ça, non, non, ah hein? non. Au contraire, moi je vous le dis, et beaucoup de gens peuvent en témoigner, des fois même, de venir ici avec un diplôme de doctorat peut constituer un obstacle à l'intégration professionnelle, puisque on est un peu perçu ben, comme des personnes surqualifiées, et les entreprises sont parfois frileuses de recruter ben, des personnes qui sont titulaires d'un diplôme de doctorat. Déjà même des fois avec la maîtrise, c'est pas évident non plus. Quand on vient avec le doctorat, on est comme un peu limité au niveau de nos perspectives de carrière, dans le sens où on tend à se diriger vers l'université, ou sinon, on se dit, on met de côté notre diplôme de doctorat, on essaie de le cacher même carrément pour essayer d'affronter le marché de l'emploi et de travailler pour des entreprises. Ce que je retiens de ce que vous êtes en train de dire, c'est que même avec tous ces diplômes, quand vous êtes venu, vous avez quand même fait le centre d'appel. Ça, c'est un incontournable au Québec. Moi, je suis passée par là. Mais je l'avoue que c'est une bonne école. Une très C'est bonne une école. bonne école, c'est pratico-pratique. On vous jette là-dedans avec tout ce que vous avez. Puis c'est en même temps, oui, ça demande un sacrifice de la part des immigrants, mais en même temps, ça fait preuve d'humilité. Absolument. C'est une vraie leçon d'humilité et aussi d'endurance, de persévérance. Et je dirais, on le voit d'ailleurs hein, des fois sur les planchers dans ce milieu de son appel, c'est généralement beaucoup Le de plancher, oui. qui prennent les appels parce que ben, c'est pas forcément une job facile et des fois des Québécois même ne veulent pas forcément faire ce genre de job qu'on trouve des fois comme pas valorisant. Et pourtant, moi j'ai eu des témoignages de beaucoup d'autres personnes qui sont passées par là et qui me disent mais finalement, ça sert quand même dans la suite parce que c'est quand même une expérience en service à la clientèle. Et Dieu sait qu'au Québec, le service à la clientèle constitue un secteur très important, très demandé, très recherché. Donc, c'est quand même une expérience qui est toujours valorisable et ça peut être un bon point de départ pour les gens. Alors, donc, après tout ça, moi, j'aimerais parler de votre implication aussi à la société d'Internet. Surtout aujourd'hui, avec ce qu'on connaît comme COVID-19, dans la situation dans laquelle on se trouve. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui a changé avant, puis aujourd'hui? C'est une excellente question. Ben déjà, je vous présente la Société Internet du Québec, qu'on appelle ISOC Québec. C'est une OBNL hein, qui constitue comme un chapitre québécois, la section québécoise, d'une organisation à vocation internationale créée au départ par les pères fondateurs de l'Internet dans les années 90-92 aux États-Unis. Et aujourd'hui, les Internet Society, comme on les appelle, c'est près de 170 chapitres dans le monde entier. Et donc, nous, on a la chance au Québec d'être comme l'un des premiers chapitres nationaux québécois qui a été créé en 2000. L'organisation fête aujourd'hui, enfin cette année, c'est 20 ans d'ailleurs. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est d'œuvrer pour un meilleur accès et pour le développement des usages de l'Internet au Québec. On s'attaque à des enjeux comme par exemple la fracture numérique, donc les inégalités d'accès au numérique, à l'Internet. Vous savez, il suffit de quitter Montréal à peine à 1 heure d'ici qu'on n'a pas forcément les mêmes débits, les mêmes vitesses d'Internet. Hein. C'est pas juste en Afrique qu'on a des problèmes de fracture numérique justement et de problèmes de connectivité, même dans les pays occidentaux et au Québec, au Alors, Canada.
là, je suis obligée de vous couper parce que vous avez des expressions que tout le monde ne comprend pas forcément. Oui. Fracture numérique, c'est quoi? La fracture numérique, c'est en fait la problématique sur laquelle a porté d'ailleurs mes travaux de doctorat à l'époque. C'est vraiment les inégalités en matière d'accès et d'utilisation de l'Internet. Vous savez, on est dans une société globale de l'information, mais on n'utilise pas et on n'a pas accès de manière équitable ou égale aux ressources que nous offre cette société de l'information, aux technologies de l'information et de la communication. Les écarts, il peut s'agir d'écarts entre riches et pauvres. Il peut s'agir d'écarts ou d'inégalités entre hommes et femmes. On parle de la fracture numérique du genre. Il y a la fracture numérique générationnelle aussi, entre les aînés, les vieux et les plus jeunes qui ont plus d'habileté et de facilité à utiliser ces outils-là. Donc, vous voyez, et puis la fracture numérique aussi entre les zones rurales et les zones urbaines. Ça, c'est la plus connue, la plus courante. C'est-à-dire que dans les grandes agglomérations, on a beaucoup d'équipements, de réseaux de télécommunications, d'infrastructures de télécommunications qui nous permettent d'avoir un Internet à haute vitesse. Mais dans les endroits reculés, isolés, ce n'est pas forcément le cas. Les gens ont encore des problèmes de débit d'Internet. Donc, c'est cela la fracture. Puis, une autre question aussi, c'est... Et okay, dans le cas de la pandémie... Oui. Allez-y. Ben, la communication numérique, qu'est-ce que c'est? La communication numérique, c'est justement toutes les méthodes, solutions, outils de communication qui utilisent justement les technologies numériques. Aujourd'hui, on le voit dans le contexte de la pandémie, on pratique de plus en plus la communication numérique. Ça fait d'ailleurs écho à votre question que vous vous posiez. Internet, en temps de pandémie, en temps de crise, nous révèle vraiment son caractère de service vraiment essentiel, indispensable, puisque c'est ça qui nous maintient, nous permet de maintenir le contact, par exemple, avec nos proches, avec nos amis, quand tout le monde est en quarantaine et qu'il y a une distanciation sociale. Internet est un outil de communication numérique. Et je ne parle pas aujourd'hui de toutes les applications, justement comme Zoom ou Skype qu'on connaissait déjà, mais qui aujourd'hui, dans le contexte de la COVID-19, nous montrent vraiment leur importance et leur utilité. La communication numérique, donc c'est ça, c'est vraiment les opportunités qui nous ont offertes de pouvoir mettre les outils et les technologies de l'information et de la communication au service de nos communications, qu'elles soient interpersonnelles, qu'elles soient en entreprise, mais qu'elles soient aussi dans les organisations, dans l'administration publique, etc. Moi, j'avoue que c'est avec vous que j'ai entendu parler de communication numérique parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça. Vous avez écrit plusieurs textes là-dessus, plusieurs livres là-dessus. Vous avez participé aussi à à des thèses dessus, à de la recherche avec l'UNESCO, l'OIF, tout ça. Juste pour développer, approfondir un peu, la communication numérique, ça va même jusqu'à toucher des aspects essentiels de notre quotidien, que ce soit en lien avec notre culture, comment on défend notre culture dans l'environnement numérique, comment des plateformes comme Netflix et autres favorisent la découverte ou la consommation de nos contenus locaux. Ça, c'est des enjeux de communication et de diffusion numérique de la culture. Mais ça s'applique aussi des fois à la santé et à plein d'autres domaines, à l'éducation aussi, par exemple. Vous le voyez, dans la COVID aujourd'hui, il y a une vraie fracture numérique entre les parents ou les élèves qui ont accès à des ordinateurs, des tablettes à la maison et tous les autres qui n'en ont pas. Ceux qui sont dans des écoles privées qui, justement, sont très bien équipés numériquement et qui intègrent le numérique dans leur pédagogie et les autres qui sont aujourd'hui totalement un peu laissés à eux-mêmes ou qui doivent se débrouiller. Déconnectés, exactement, qui ne sont pas branchés, si on peut dire. OK. Alors, là, j'ai parlé à professeur Chewali. Maintenant, je vais m'adresser à monsieur Chewali. Donc, monsieur Chewali, Destiny. Alors, vous, aujourd'hui, en tant que monsieur Chewali ici au Québec, qu'est-ce que vous conseillez aux nouveaux arrivants? Est-ce que le secteur de la communication numérique, c'est un secteur qui est porteur? Est-ce que vous leur conseillez d'y aller vers ou d'aller vers un autre secteur? Qu'est-ce que vous allez dire
voilà, aux jeunes qui nous suivent? Alors, aux jeunes qui nous suivent et aux nouveaux arrivants au Québec, ce que je dois passer comme message, c'est que, premièrement, en venant ici, il faut vraiment être prêt à refaire un bilan de compétences. Essayez de voir au fond de vous-même, qu'est-ce qui vous motive le plus, qu'est-ce qui vous passionne, quel savoir-faire et quelle habileté vous avez déjà que vous souhaiterez mettre au service de votre engagement au sein de la société québécoise. Et je parle ici d'engagement, c'est très important la notion d'engagement. Des fois, on vient et on a une attitude un peu attentiste ou minimaliste de survie. Et on s'auto-limite justement, on ne voit pas, on n'exploite pas tout le potentiel qu'on pourrait apporter à la société. Et on se laisse rattraper par notre routine quotidienne au point où des fois, on peut en arriver à manquer d'ambition ou à ne pas vraiment se valoriser, se mettre en avant. Et vous savez, il y a beaucoup de compétition. On est dans une société très compétitive. Il y a des arrivants, des immigrants qui arrivent d'un peu partout, de tous les pays du monde. Et chacun essaie de se faire valoir et chacun essaie de prendre sa place dans la société. Donc, il faut se battre. Rien n'est facile nulle part. Oui, le Canada ou le Québec peut être considéré comme un pays avec une forte tradition d'accueil, mais l'Eldorado qu'on promet, l'Eldorado, c'est soi-même qui crée son Eldorado. Et ça va vraiment dépendre de la manière dont vous prenez en main et de la manière dont vous voulez vous forger vous-même votre parcours, votre trajectoire. Il y a certainement beaucoup d'opportunités dans le secteur du numérique, de la communication. On parle aussi beaucoup de tout ce qui est marketing digital. Des exemples d'opportunités, s'il vous plaît. Mais des exemples d'opportunités, rien qu'à prendre la métropole montréalaise, oui, elle est fortement concentrée et beaucoup d'arrivants qui arrivent à Montréal ne veulent pas forcément, ne veulent plus forcément quitter, mais c'est aussi expliqué, ça s'explique aussi par le fait que Montréal offre plus de potentiel économique et de bassin d'emploi plus important. Et justement, dans des domaines comme l'intelligence artificielle, il y a une expertise qui est reconnue, il y a un bassin d'entreprises, que ce soit des startups, mais aussi des entreprises vraiment bien ancrées, bien légitimes, bien reconnues, des centres de recherche et développement qui existent et qui, justement, sont à la recherche permanente de nouveaux talents dans ces domaines-là. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu quelque chose qui apparaît comme un peu une vérité, c'est que les gens dans le secteur de l'informatique, par exemple, ne chôment pas souvent quand ils viennent au Québec, au Canada, parce que généralement, il y a une forte demande dans ces secteurs-là. Mais au-delà de l'informatique, on n'a pas besoin de savoir coder et de connaître tous les rouages techniques que demandent, par exemple, des secteurs comme le développement de logiciels, etc. On peut simplement, en tant que même profil de gestionnaire et autres, s'investir ou s'engager dans des domaines, dans des métiers en lien avec le numérique, parce que le numérique est transversal dans différents types de secteurs, dans différents types de domaines. Donc, oui, j'encourage les gens à davantage développer leur curiosité autour de tout ce que peut offrir ce secteur-là. Mais au final, il faut forcément s'appuyer sur ses propres expériences, son propre savoir-faire, ses propres compétences, mais ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est le message le plus important que j'aimerais passer. Ne pas se contenter de ses actions. Je suis moi-même fille d'analyste programmeur, donc j'ai vécu un peu là-dedans. Puis, je vais vous demander de passer un message, parce qu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais vous représentez quelque chose pour la jeunesse. Quel impact vous voulez laisser? Parce que il y a du bon, il y a du mauvais dans tout, puis il y a de l'exagération quelque part aussi dans un peu de tout. Alors, quel impact vous voulez laisser sur la jeunesse, sur les jeunes qui vous regardent, sur les néo-québécois, sur les jeunes québécois? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question et ça renvoie au rôle qu'on doit jouer de par nos statuts, de par justement nos parcours qui peuvent inspirer d'autres. Et j'avoue que
le métier de prof, même si c'est reconnu comme un métier noble, ça me met justement au quotidien, quand j'enseigne mes cours ou quand je développe des recherches et que je recrute justement des étudiants, des assistants de recherche à travailler avec moi. Je suis tout le temps dans ce rôle d'inspirer, de transmettre et de partager des connaissances et de faire en sorte que les jeunes ils croient en eux parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en manque de repères. Il y en a beaucoup qui, justement, au sein de la société québécoise, vous le savez, le décrochage scolaire est quand même assez fréquent et élevé. Pas tout le monde qui va jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que tantôt, je parlais beaucoup de persévérance. Il faut persévérer, il faut croire, il faut avoir un projet de vie. Et ça, les parents aussi, leur part et leur rôle à jouer dans l'orientation de leurs enfants, de leurs ados. Et donc, le message, s'il en est un, c'est celui vraiment de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Mon père a l'habitude de me dire souvent, quand tu es sur un ouvrage, que tu es en train de faire quelque chose et que tu trouves que c'est trop facile, retourne-toi à la tâche, replie tes manches et puis vas-y. Il faut que tu ressentes la difficulté. J'adore ça. J'adore cette partie. Je vais vous demander en 1 minute de conclure. Alors, pour conclure, la société québécoise est une société fort accueillante. Le Canada en soi est un pays aussi très accueillant et qui offre de multiples opportunités pour tous ceux qui arrivent ici. Et la cohabitation, le vivre ensemble est vraiment possible, est rendu possible justement par la capacité d'intégration d'accueil aussi des Québécois. Mais nous devrons, en tant que tout immigrant, jouer notre part, nous engager dans la société, nous engager, que ce soit sur le plan de la vie sociale, la vie économique, vie culturelle, vie politique aussi. Et on a des modèles dans la société qui le montrent que chacun a sa chance. Donc, il faut la saisir, cette chance-là, et il faut se battre pour la saisir. Donc, c'était tout. Merci beaucoup, professeur Chewali. Moi, j'ai retenu avec vous sacrifice, humilité, courage, force, volonté et ambition. Voilà. C'est très bien résumé, Madame Kara. Alors, je vous remercie pour toute cette richesse que vous avez apportée. On va se dire à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde vous a écouté. Merci beaucoup encore de l'invitation. À bientôt. Au plaisir, à bientôt.